Bienvenue à ce cours enregistré qui va porter donc sur les théories de la migration. Alors nous allons voir en fait plusieurs théories, en fait de nombreux modèles explicatifs et des théories proposées sur les migrations. Et il y a notamment une étude pionnière de Ravenstein qui date déjà de la fin du 19e siècle, Laws of Migration, et qui en fait a pavé le chemin pour les études à venir et sur les théories futures qui se sont inspirées en partie de Ravenstein. Vous avez aussi le modèle push-pull de Lee qui date de 1966, donc il a fallu un certain temps avant de réviser en quelque sorte la théorie sur les migrations. Et enfin, d'autres théories, parmi bien d'autres, bien sûr, mais une qui est très connue, qui est celle de l'approche néoclassique en économie, de Harris et Todaro, qui date d'environ 71, et il y a eu d'autres papiers ensuite qui ont été publiés dans les années subséquentes. Et enfin, la nouvelle économie de la migration du travail, qui date en fait des années 80 et 90, élaboré par Odd Stark et d'autres personnes qui étaient plutôt des sociologues. Et enfin, une approche plus démographique et géographique de Zielinski, qui date de 71. Alors, Ravenstein avait en fait proposé ce qu'il a appelé des lois de la migration. Le terme n'est sans doute pas approprié. Il n'y a pas véritablement de loi au sens physique du terme, des choses immuables qui ne changent pas. C'est plutôt une série de contraintes et de phénomènes qui agissent parfois en interaction. Mais bon, c'était les termes de l'époque. Et ça se voulait, en fait, l'idée ici, c'était d'avoir une approche scientifique de la migration, ce qui était une nouveauté, en fait, à l'époque. Alors, il y a l'idée, notamment, que les mouvements migratoires sont graduels et qu'ils procèdent par étapes, de la migration la plus simple à la plus complexe. Alors ici, je mets en orange parce que cette idée n'est pas complètement fausse. Il y a effectivement des migrations graduelles, par exemple du milieu rural vers une petite ville, puis ensuite d'une petite ville vers une ville plus importante, voire vers la capitale. Mais en fait, ce n'est plus en fait considéré comme une constante universelle, loin de là. Et on verra qu'en fait, eh bien, en fait, beaucoup de migrations, notamment internationales, se font par exemple directement du milieu rural vers l'international et souvent vers des grandes villes. Mais malgré tout, c'est une idée qui méritait d'être investiguée et à l'époque, ma foi, c'était une idée intéressante. Alors, une autre idée qui, par contre, là, a été établie, et c'est pour ça que je le mets en vert, pour montrer que ça a été confirmé par des études empiriques, c'est l'idée qu'à chaque flux correspond un contre-flux. C'est-à-dire qu'en fait, les flux migratoires ne sont pas définitifs et ne se font pas simplement dans une seule direction. Il y a nécessairement des flux dans le sens inverse. Ensuite, la plupart des migrations se font en fait sur des courtes distances et qu'en fait les migrations internationales, donc la part des étrangers, est finalement relativement faible. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été confirmé par des études ultérieures. Aussi, une autre idée très importante, c'est que la plupart des migrations sont le fait de jeunes adultes. Et ça, effectivement, vous le verrez dans le cours à l'occasion de l'exposé de plusieurs études empiriques. Effectivement, le pic des migrations arrive généralement entre 20 et 30 ans.
principalement lorsqu'il s'agit de la première migration d'âge adulte, et sachant que, évidemment, un certain nombre d'adultes vont faire également des migrations accompagnées de leurs enfants, et donc on peut aussi avoir des migrations dans l'enfance qui ne sont pas négligeables, mais qui sont plutôt généralement à plus courte distance et pour, disons, dans la perspective d'améliorer les conditions de vie de la famille pour accueillir justement des jeunes enfants. Mais principalement, effectivement, les premières migrations se font souvent à des âges relativement jeunes et correspondent en fait à des changements d'activité, à l'entrée notamment sur le marché du travail et à l'âge adulte en général. Ensuite, il y a l'idée que les migrations expliquent l'urbanisation. Alors ça, c'est une chose sur laquelle on va revenir plus tard dans le cours à propos des mouvements, des tendances de l'urbanisation. Cette idée, à la fin du 19e siècle, n'était pas fausse, dans le sens où l'essentiel de la croissance migratoire au 19e siècle était dû à la migration. Mais ça correspond en fait à la première phase de la transition urbaine, mais ça n'est plus vrai actuellement, mais nous y reviendrons plus tard. Enfin, eh bien, il y a l'idée que les migrations de longue distance sont principalement orientées vers les zones urbaines. Et ça aussi, ça n'est pas faux, c'est même plutôt largement confirmé. Ensuite, que les migrations féminines prédominent sur en fait, les migrations de courte distance. Et lui disait à l'époque pour les migrations internationales vers les grandes villes. Alors ça, c'est pas très vérifié. C'est vrai que les migrations féminines sont plutôt en moyenne de plus courte distance, mais à l'international, que ce soit plus vers les grandes villes, ça c'est pas tout à fait vérifié, c'est beaucoup plus controversé. Et enfin, une autre idée, c'était que les migrations augmentent au fil des décennies. Et ça, c'est problématique parce que, en fait, à l'époque, on avait une vision qui était centrée, disons, sur le 19e siècle et l'Europe en particulier. Alors, peut-être qu'on avait pu voir une augmentation des migrations, notamment vers les villes, comme on l'avait expliqué précédemment, mais le fait que les migrations augmentent, ça n'est plus considéré comme quelque chose de réel. Alors, une autre approche théorique de Lee date de 1966 et c'est ce qu'on appelle le modèle push-pull ou pull-push d'attraction-répulsion et qui est un petit peu résumé à travers le petit graphique sur la droite qui montre en quelque sorte deux milieux, enfin c'est une sorte d'idéal type de la migration où on aurait un milieu d'origine, un milieu de destination et que en fait il y ait des facteurs positifs, négatifs ou nuls, d'où les petits zéros, les petits plus, les petits moins dans le cercle origine, et pareil à la destination, des facteurs d'attraction qui seraient plus positifs, négatifs ou qui n'auraient aucun effet. Et puis entre l'origine et la destination, vous avez un certain nombre d'obstacles qui vont plus ou moins freiner la migration. Donc les conditions de la migration, par exemple l'obtention d'un visa ou la distance, etc., vont représenter autant d'obstacles qui vont interférer dans le parcours migratoire des individus. Donc l'idée ici, c'est qu'il y a des opportunités économiques, en particulier en milieu urbain,
qui ont tendance à en fait inciter les migrants à aller à ces destinations où il y a des opportunités. Et donc c'est par exemple des emplois plus rémunérateurs, un surplus de main-d'œuvre aussi au milieu rural qui font que finalement eh bien, il y a la possibilité de migrer, enfin de générer un pool de migrants potentiels vers le milieu urbain. Il y a aussi l'idée qu'on puisse poursuivre des études en allant dans un autre milieu, donc dans un autre environnement qui est en principe là aussi plus urbanisé, étant donné que les écoles de niveau secondaire, supérieur ou université finalement sont souvent localisées dans des plus grandes agglomérations. Enfin, il y a l'idée que les conditions de vie en milieu urbain sont globalement plus favorables et attirent les migrants qui sont à la recherche finalement de meilleures conditions de vie en général. Donc ça peut être sous forme d'accès à l'eau, un habitat amélioré, l'accès à l'électricité, l'accès aux services tels que la santé, l'éducation, etc. Et enfin, il y a des facteurs sociaux qui sont plus des push factors, qui est en fait l'idée que finalement les milieux d'origine, là où on a grandi, là où on a été socialisé, ça représente aussi des contraintes sociales plus fortes et que en s'extirpant, en sortant de son milieu d'origine, bah, finalement on accède aussi à plus de liberté, plus de latitude dans sa vie et que donc ça peut être un incitatif à rechercher une nouvelle résidence. Il y a également des facteurs environnementaux qui peuvent être liés finalement à des facteurs tels que la sécheresse, la dégradation des terres, ce qui est fortement débattu dans le contexte du changement climatique. Et à l'inverse, à la destination, bah, il peut y avoir peut-être plus de terre, moins de sécheresse, ou alors carrément, finalement, les destinations peuvent être urbaines, donc on change de métier en même temps qu'on change de milieu pour accéder à des métiers moins agricoles et moins dépendants de l'environnement. Et enfin, il y a les perceptions, c'est-à-dire qu'on peut être aussi motivé par finalement la perception qu'on a de son milieu d'origine et du milieu de destination qui peuvent influer finalement sur les décisions. Alors, Lee également soulignait les déterminants du volume de la migration. Donc il y a la motivation pour migrer, mais ça ne dit pas nécessairement vers quel volume on s'oriente. De quoi dépendent ces volumes, indépendamment finalement des motivations individuelles ou familiales. Alors, il est émis l'idée que le volume d'émigration vers une destination donnée varie en fonction du degré d'opportunité économique et de ce qu'on appelait du progrès dans cette destination. Des fluctuations aussi de l'économie, parce qu'effectivement, le marché du travail est plus ou moins attractif selon les années, et donc ça peut varier fortement d'une année à l'autre. Mais aussi, ça peut varier en fonction de la diversité sociale et, disons, ethnique de la destination, dans le sens où un milieu multiethnique très diversifié peut être aussi plus facile à intégrer qu'un milieu qui est très monoethnique et qui peut avoir des difficultés à intégrer des personnes d'ethnies différentes. Il faut rappeler aussi que dans le contexte de Lee était américain et donc il s'intéressait aussi à la migration aux États-Unis où il y a une forte prégnance, disons, des facteurs, disons,
ethniques. Et puis enfin, ça dépend de la capacité en fait à surmonter les obstacles éventuels qu'il peut y avoir à la migration, donc tout ce qui est frein à la migration, tel que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les visas, la distance, etc. Donc les 4 premiers finalement déterminants des volumes de la migration sont assez reconnus et ont été confirmés dans la littérature. Maintenant, il y a un dernier déterminant, c'était de dire que le volume et le taux de migration tend à accroître avec le temps. Ça, c'est une idée qui avait été reprise même de Ravenstein, mais qui n'a pas en fait été réellement confirmée. En fait, il faut toujours essayer de comprendre le contexte dans lequel ces auteurs écrivent. Et en 1966, on était juste dans l'après-guerre. Et à l'époque, les données d'après-guerre montraient effectivement une augmentation de la migration, mais qui en fait était assez conjoncturelle. Et maintenant, avec le recul, on s'aperçoit que ça n'a pas véritablement persisté et que l'augmentation a fini par cesser. Et même, on a vu un ralentissement de certains flux migratoires. Alors, en ce qui concerne les flux migratoires et la migration nette, donc finalement, dans quelle mesure la migration contribue à la croissance de la population d'origine ou de destination. Alors, une chose qui a été également confirmée, c'est que la migration tend à prendre place en fait selon en fait des routes migratoires, enfin des chemins migratoires relativement bien définis et qui sont assez persistants et assez permanents finalement dans le temps. Il y a assez peu finalement de changements radicaux de routes migratoires. Donc ça, c'était aussi une chose importante à mentionner. Et que, comme pour Ravenstein, à chaque principal flux migratoire donné, eh bien, il y a aussi un contre-flux qui se développe. Alors, rappelant que la migration nette, c'est donc l'immigration moins l'émigration, en fait, ils sont, la migration est élevée, la migration nette, donc le bénéfice est élevé lorsque en fait les facteurs répulsifs à l'origine sont assez eux-mêmes importants. Okay, ça c'est aussi été confirmé. Et par contre, ils sont plutôt la migration nette est plutôt en fait assez faible, c'est-à-dire les flux sont équilibrés lorsque les origines et les destinations sont finalement similaires, donc à pays comparables en quelque sorte, ou enfin pays ou milieux de même type finalement. Les migrations nettes sont aussi importantes. Enfin, l'ampleur de la migration nette est aussi importante quand les obstacles à la migration sont importants. Pourquoi? Parce qu'en fait, le flux des immigrations et des émigrations va être déséquilibré quand, en fait, il est difficile de faire la migration d'une origine à une destination. Je m'explique. Quand il est difficile, par exemple, d'aller de l'Afrique vers l'Europe pour tout un tas d'obstacles, une fois qu'on a réussi à émigrer vers l'Europe, on va beaucoup hésiter à revenir, par exemple, en Afrique, parce que si jamais ça se passe mal en Afrique, au retour, eh bien, il sera certainement plus difficile de revenir en Europe, hein, parce qu'il y a ces obstacles-là. Donc, en fait, les freins à la migration ont pour effet paradoxal, et ça, on a pu l'observer depuis, et ça, c'est une constante,
c'est que les freins à la migration, notamment les freins légaux, finalement poussent les immigrants à rester à la destination plutôt qu'à retourner, même si c'était leur intention au départ. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent les politiques restrictives sur les migrations ont pour effet en fait d'augmenter la proportion d'immigrants internationaux notamment à la destination, ce qui est contre-intuitif mais en fait qui arrive très fréquemment. Enfin, la migration nette dépend des conditions économiques donc, et surtout des différences de conditions économiques entre l'origine et la destination. Donc globalement, les destinations attractives d'un point de vue économique vont avoir des taux de migration nette positifs, nettement plus positifs que les origines qui sont, enfin que les destinations moins attractives ou que les origines, les milieux d'origine des migrants. Donc la migration est sélective et en fait, ça c'est toujours dans la théorie de Lee. Et en fait, et ça c'était aussi repris, c'était une idée qui était déjà chez Ravenstein, qu'en fait la migration est liée au cycle de vie et en particulier à l'âge. Et donc en fait quand les migrants sont jeunes et actifs et en pleine entrée dans l'âge adulte, eh bien, ils ont plus tendance à migrer. Mais il y a d'autres moments où la migration s'effectue, notamment lorsque on veut s'installer en famille, parfois il y a une migration qui est associée, mais aussi au moment de la retraite. Et puis, comme je l'ai dit, les enfants souvent accompagnent les parents dans la migration. Donc, il y a d'autres raisons, mais qui sont liées effectivement au cycle de vie. Donc, lorsque une autre idée, c'est que les migrants sont sélectionnés souvent positivement par rapport aux facteurs d'attractivité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire sélectionner positivement? C'est-à-dire que la sélection va être plus grande, par exemple, sur le niveau d'éducation ou de qualification, quand en fait c'est quelque chose qui est demandé au milieu de destination, donc les facteurs d'attraction, d'attractivité. Et donc ça, la sélection par les besoins de la destination à la destination vont être d'autant plus importantes et d'autant plus vont sélectionner d'autant plus positivement les migrants sur la base donc de leur éducation ou de leur qualification d'une manière générale. Alors après, il y a l'idée que les push factors, donc ce qui pousse les migrants hors de leur milieu d'origine, ont tendance à être sélectionnés négativement. Alors là, ça c'est faux. En fait, c'est aussi, comment dire, les push factors en fait ont tendance aussi à sélectionner positivement en fait. Donc cette idée d'associer push factors et de sélection négative n'est pas vraiment vraie, dans la mesure où même si les conditions sont favorables dans le milieu ou dans le pays d'origine, eh bien souvent on a une migration qui s'effectue sur des facteurs positifs et pas nécessairement par rejet, disons, d'une situation négative. Enfin, il y a aussi une idée que les groupes, pas les individus, mais quand la migration se fait en masse, donc quand c'est des groupes entiers, donc des familles, des villages, des villes, enfin des populations entières qui sont rejetées d'un milieu d'origine ou d'un pays d'origine, l'idée que ça soit pour des facteurs négatifs, eh bien ça c'est pas non plus quelque chose de vérifié. En fait,
même dans les situations dramatiques comme par exemple des tremblements de terre ou des inondations, etc., eh bien en fait là aussi s'opère une sélection qui est plutôt sur des facteurs positifs, dans le sens où c'est souvent les personnes les plus nanties ou les plus éduquées qui migrent. Alors, quand je dis les 2 points précédents en orange, c'est que c'est pas toujours, ça peut être vérifié, mais ça ne l'est pas toujours, donc c'est pas une constante universelle. Là aussi, il y a une autre proposition qui, par contre, là, n'est pas du tout vérifiée. C'était l'idée que si on prend tous les migrants, eh bien, la sélection tend à être bimodale, donc avec l'idée que finalement, ce sont en fait, enfin, ça serait sous forme en U, c'est-à-dire que les personnes au début de la distribution, que ce soit par éducation ou par revenu ou dans l'échelle sociale, ce serait donc que les plus pauvres ou les moins éduqués migreraient beaucoup, ainsi que les plus éduqués et les plus nantis. En fait, ça n'est pas du tout vrai. En fait, c'est exactement presque l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, on a une distribution qui est plutôt en U inversé, et donc cette chose n'a pas du tout été vérifiée dans le futur. Ensuite, l'idée, c'est qu'il y ait une sélection positive qui augmente avec la difficulté à surpasser, disons, les obstacles sur la migration. Et ça, c'est vrai, c'est fortement vrai même, parce que en fait, plus les obstacles sont difficiles à surmonter, plus la sélection est forte. Et c'est d'ailleurs en partie pour cette raison que les obstacles sont posés aux migrants. C'est avec l'idée que si on met beaucoup de barrières, eh bien, on n'aura que les meilleurs. Et on veut souvent, les pays de destination veulent finalement que les plus éduqués, les plus dynamiques, les personnes en meilleure santé, etc., etc. Enfin, une chose qui est posée par Lee, c'est que les caractéristiques des migrants tendent à être intermédiaires entre les caractéristiques des populations à l'origine et des populations à la destination. Alors c'est en grande partie vrai, dans le sens où généralement les migrants sont beaucoup plus éduqués, par exemple, et ont beaucoup plus de capacité en général à s'adapter que les non-migrants. Et l'idée aussi, c'est que à l'arrivée, à la destination, ils se trouvent en moyenne plutôt un peu moins favorisés que les personnes à destination. Cela dit, il faut apporter des nuances ici parce qu'en fait, il y a aussi un problème de surqualification des migrants où souvent, en fait, la moyenne des migrants est plus qualifiée que les personnes à la destination. Mais ça dépend énormément des pays et des circonstances de la migration, des flux migratoires en question. Donc, et aussi, le problème aussi, c'est que toutes ces mesures sont biaisées par des effets de non-reconnaissance, par exemple, des qualifications ou des diplômes des migrants dans les pays de destination, ce qui fait que souvent, les migrants internationaux occupent des emplois en dessous de leur qualification, et donc ça rend la mesure un petit peu difficile à objectiver, mais en tout cas, la première partie de la proposition est essentiellement vraie, c'est-à-dire que les migrants, notamment internationaux, ont des qualifications qui sont généralement supérieures aux pays d'origine. Par contre, au niveau interne, c'est beaucoup plus vrai, là, la proposition de Lee. Généralement, effectivement, les migrants se trouvent intermédiaires entre l'origine et la destination. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé en vert, parce que ça reste globalement vrai.
Alors, il y a une autre théorie qui est celle de Harris et Todaro. Alors, il y a plusieurs versions de cette théorie. En fait, il y a plusieurs papiers qui ont été publiés depuis 71. Et voici l'essentiel de la théorie. L'idée ici, c'est que la migration était économiquement rationnelle. Donc ça, c'était déjà quelque chose, un progrès par rapport à, disons, une vision économique parfois de la migration qui est considérée parfois comme quelque chose d'irrationnel et de pas forcément souhaitable. Là, l'idée, c'était que c'était économiquement rationnel, mais que la décision de la migration ne dépendait pas seulement en fait du différentiel de revenus entre l'origine et la destination, mais donc le différentiel objectif de revenus, mais aussi en fait des revenus espérés, c'est-à-dire de ce qu'on pense pouvoir avoir comme revenu à la destination par rapport à ce qu'on a réellement à l'origine. Donc en fait, la décision de migrer est une fonction du différentiel objectif, donc actual différentiel, du différentiel objectif, et de la probabilité en fait d'un emploi, d'obtenir un emploi et à la destination. Alors ici, en fait, le modèle avait été conçu pour la migration de l'urbain vers le rural. Donc ici, je fais référence à U pour urbain et R pour rural. Ensuite, l'idée, c'était que la probabilité d'emploi des migrants est inversement liée au niveau de chômage finalement dans les lieux de destination, donc ici en milieu urbain. Et il soulignait un paradoxe, c'est-à-dire qu'il y avait finalement un excès de migration du rural vers l'urbain, en dépit finalement du chômage urbain. Et donc, en fait, leur étude a consisté à expliquer en fait ce paradoxe. Leur conclusion, c'était qu'il fallait réduire ou réguler la migration, donc fournir du travail vers les milieux urbains. Et donc, il y avait une conception presque anti-urbaine de la migration interne. Et donc, voilà, ça a beaucoup influencé finalement la pensée sur les migrations à l'époque. Alors il faut savoir que cette théorie a été conçue en observant ce qui se passait dans l'agglomération de Nairobi à la fin des années 60. Il y avait eu une enquête qui avait été faite, enfin un rapport, une investigation qui avait été faite en 69, donc relativement peu de temps après l'indépendance du pays qui a eu lieu en 1963. Et le premier papier qui a été largement diffusé date de 71. Donc en fait, ça repose essentiellement sur des données des années 60. Or, c'était un contexte très très particulier puisque en fait, comme je l'ai dit, c'était le moment de l'indépendance. Et sachant que le régime britannique en fait, colonial britannique avait imposé une forme d'apartheid au Kenya, et que les restrictions, donc il y avait énormément de restrictions à la migration interne dans le pays, et que suite à l'indépendance, il y a eu en fait une libération en fait des flux migratoires, notamment vers Nairobi, et donc il y a eu une croissance de la population de Nairobi qui a été incroyable, donc qui a dépassé les 10% par an pendant quelques années. Mais ça n'a pas duré en fait. Ça a duré quoi jusque disons en 69, 70, et puis après en fait c'est revenu à un niveau de croissance normal entre guillemets, qui peuvent être considérés encore comme élevés, mais qui étaient de 4-5%. Donc en fait, les circonstances dans lesquelles
Harris et Todaro ont fait cette étude était vraiment très très particulière et on peut comprendre qu'ils étaient inquiets d'une très très forte croissance de Nairobi, mais ils ne s'étaient pas rendu compte que c'était quelque chose de relativement temporaire lié en fait au changement de contexte politique. Alors, suite à ça, en fait, il y a eu un certain nombre de chercheurs qui ont finalement proposé une alternative au modèle de Harris et Todaro, qui ont remis un peu en question le modèle. Et donc, je vais essayer de contraster en fait les deux modèles en les comparant d'un certain, selon les principes qu'avaient posés Harris et Todaro, qui étaient donc de la rationalité économique, que la décision de migrer dépendait du différentiel de revenus entre le milieu rural, du différentiel espéré en fait de revenus entre le milieu rural et urbain, et que c'était lié en fait que l'emploi des migrants était évidemment inversement lié au taux de chômage et qu'il y avait un paradoxe donc qui est à la fois un fort taux de chômage en même temps qu'un fort écart entre le milieu urbain et rural. Alors, la nouvelle économie du travail, New Economics of Labor Migration, donc on parle aussi de Job Search Models, donc les modèles de recherche d'emploi, eh bien, en fait, ont montré que c'était pas simplement en fait que la sélection se faisait pas simplement à la destination, qu'en fait les migrants étaient présélectionnés à l'origine, c'est-à-dire qu'au fond les migrants prenaient des décisions en fonction des facteurs à l'origine et ne migraient pas tant qu'il n'y avait pas un certain nombre de conditions remplies. Donc la recherche d'emploi se faisait avant la migration et pas après la migration, parce que dans Harris et Todaro, l'implicite c'est que on migre d'abord et ensuite on cherche un emploi, et c'est ça qui créerait le chômage qui peut s'étendre sur plusieurs mois ou années. Ensuite, ils ont mentionné que, enfin, Stark et les auteurs ont mentionné qu'en fait, il y avait aussi de la migration de retour. Donc, dans le modèle de Harris et Todaro, c'est comme si la migration de retour n'existait pas, qu'une fois qu'on était arrivé à destination, qu'on décollait plus et qu'on restait à la destination. En fait, il y a aussi des migrations de retour, et donc une migration qui est beaucoup plus circulaire que ce que présupposait Harris et Todaro. Enfin, la décision de migrer ne dépend pas simplement du différentiel de revenus, mais il y a aussi des stratégies de ménage qui consistent à diversifier les risques économiques, et aussi il y a des motivations non économiques de la migration, telles que par exemple les mariages, mais aussi rechercher une meilleure éducation. Voilà. Maintenant, il reste ce qu'on appelle une information asymétrique, c'est-à-dire que même si on connaît une partie des conditions de vie à la destination, on ne connaît pas tout, et l'information n'est pas forcément la même à l'origine et à la destination sur les conditions de vie notamment. Ensuite, il y a une autre chose qui posait problème dans le modèle de Harris et Todaro, c'était que finalement, ils assimilaient chômage et secteur informel. Pour eux, c'était la même chose, et que le secteur informel n'était qu'au fond une activité de pis-aller en attendant d'avoir un emploi formel. En fait, bon nombre de migrants en fait, occupent des emplois informels par choix, ou parce que de toute façon le secteur formel ne leur est pas ouvert, parce que par exemple ils ne disposent pas des qualifications requises. Donc le secteur informel n'est pas pour la plupart des migrants un emploi par défaut,
mais est souvent finalement un emploi recherché. Et donc ça, c'était quelque chose aussi qui est le fruit, disons, des recherches des années 80 sur la découverte, disons, du fonctionnement du secteur informel, de sa rationalité, de ses structures, etc. Enfin, ensuite plutôt, le sous-emploi existe aussi dans le secteur formel, c'est-à-dire que finalement le sous-emploi, on a souvent considéré que c'était finalement le sous-emploi, c'est l'idée que on est employé en dessous de ses qualifications ou que les conditions de travail ne correspondent pas véritablement à ses espérances ou à ses qualifications. Et en fait, ça existe aussi dans le secteur formel. Il y a des contrats informels qui sont donnés par des entreprises formelles. Et donc, ça complique un peu plus le tableau. Dans le sens où finalement ces emplois ne sont pas forcément conformes à ce qu'on pourrait attendre du secteur formel. Une autre chose qui intervient, c'est que l'emploi n'est pas quelque chose d'aléatoire. Ça varie énormément en fonction de la durée de séjour. Donc, un emploi en milieu urbain n'est pas quelque chose de définitif. Il y a une certaine mobilité professionnelle qui s'effectue, une forme de sélection qui s'effectue, et que finalement, le chômage, c'est pas quelque chose d'aléatoire qui se passe pour n'importe qui et voilà, ça dépend d'un certain nombre de facteurs et notamment en fait toutes les études ont montré que le chômage est plutôt moins important pour les migrants. Donc ça bat complètement enfin ça remet en question complètement le présupposé du modèle d'Harris et Todaro que au fond les migrants affluent finalement dans une population qui est au chômage essentiellement et que finalement les migrants c'est eux qui contribuent essentiellement au chômage. En fait c'est faux. Toutes les études montrent que c'est plutôt les urbains, les non-migrants, ceux qui ont été élevés en milieu urbain, qui ont grandi en milieu urbain, qui recherchent pour la première fois un emploi en milieu urbain, c'est eux qui sont souvent au chômage et qui sont dans une situation de ce qu'on appelle un chômage d'attente, c'est-à-dire qu'ils recherchent des emplois à hauteur de leur qualification et qui n'en trouvent pas et qui préfèrent ne pas travailler plutôt que accepter des emplois en dessous de leur qualification. Donc en fait, ce fameux paradoxe qui obsédait tant Harris et Todaro, en fait n'existe pas, parce que si finalement les emplois informels ne sont pas du chômage, et qu'en plus, de toute façon, le vrai chômage, c'est-à-dire être ni en emploi formel ni en emploi informel, finalement est essentiellement du fait des natifs en fait du milieu urbain, bah, finalement il n'y a pas de paradoxe à expliquer. Aussi, ce qu'on a pu constater, c'est que l'immigration de toute façon surviennent même si les salaires espérés sont plus bas en milieu urbain. Pourquoi? Parce qu'en fait, les ménages recherchent en fait la diversification des risques et même s'il y a des salaires enfin, ou des revenus moins élevés en milieu urbain, notamment dans le secteur informel, eh bien, ça n'empêchera pas l'immigration parce que finalement, c'est une manière de se dire, bon, bah, finalement, on va jouer sur les deux tableaux, urbain et rural, et il est possible qu'on ait à un moment moins de revenus en milieu rural, alors on ira en milieu urbain. Si on a moins de revenus en urbain, ben, on reviendra en milieu rural. Donc, il y a une espèce de circulation qui s'opère en fonction des opportunités d'un milieu d'origine et de destination. Et puis il y a aussi les effets, les contre-effets en fait des remittances, donc les envois d'argent des migrants vers leur milieu d'origine et en même temps que l'information qui circule
Donc il peut y avoir comme ça finalement des rééquilibrages qui se font entre origine et destination en fonction finalement des revenus des uns et des autres. Donc on sait que par exemple il y a un bon nombre d'urbains qui reçoivent des biens en nature du milieu rural, notamment de la nourriture, et qui envoient de l'argent ou des biens de consommation en milieu rural en échange. Donc vous voyez, il y a des équilibres qui se forment de cette manière-là. Aussi, le modèle d'Harris et Todaro a été critiqué parce qu'il avait l'air d'être un modèle très statique. C'est typiquement un modèle de ce qu'on appelle d'équilibre, un modèle d'équilibre économique. Et en fait, ce modèle n'est pas tellement opérationnel lorsqu'on observe les choses au fil du temps. Et en fait, la réalité est beaucoup plus dynamique que ne laisse penser le modèle initial de Harris et Todaro. Et enfin, aussi, la migration, même d'un point de vue strictement économique, peut en fait être un facteur de régulation des marchés du travail à l'origine et à la destination et peuvent conduire à une certaine forme d'équilibre économique. Enfin, l'idée implicite du modèle de Harris et Todaro, c'était que finalement la croissance urbaine était quelque chose d'inévitable, que quoi qu'il arrive, finalement les gens allaient arriver en milieu urbain, mais à moins qu'on essaye de les freiner d'une manière externe avec des facteurs exogènes de frein à la migration. Et en fait, ça ne correspond pas non plus à la réalité. En fait, la croissance du milieu urbain a été rapidement plus du tout attribuée en fait à la migration. Et donc le rôle de la migration dans la croissance urbaine a considérablement diminué au fil du temps. Et donc ça montrait que finalement la croissance urbaine n'était pas inévitable et qu'il peut y avoir parfois même des reculs de croissance urbaine ou une diversification de la croissance urbaine, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement orienté vers les plus grandes villes, ça peut être distribué sur un certain nombre de milieux urbains, y compris les petites villes. Alors tout ça est en fait une question de méthode. Si on compare le modèle qu'on appelle néoclassique en économie, donc pour simplifier on l'appelle le modèle de Harris et Todaro, mais c'est la même chose que de dire que c'est un modèle néoclassique, et la nouvelle économie du travail. En fait, il y a des différences fondamentales entre ces deux méthodes. Premièrement, au niveau de l'unité d'analyse, au niveau des objectifs, au niveau des hypothèses et au niveau de la politique préconisée. En fait, le modèle de Harris et Todaro est très centré sur l'individu, alors que la nouvelle économie du travail prend en compte finalement la dimension du ménage, de la famille. Enfin, l'objectif de l'individu moyen du modèle de Harris et Todaro, c'est de maximiser ses gains, alors que pour la nouvelle économie du travail, c'est pour le ménage de minimiser les risques. Enfin, on fait l'hypothèse, ou plutôt le postulat, qu'on a des marchés parfaits qui se régulent automatiquement. En fait, la nouvelle économie du travail dit que non, c'est des marchés défaillants qui ont des cycles, qui ont des ajustements à faire qui se font au cours du temps et que ça dépend en fait de quand on observe ces marchés du travail. Enfin, les politiques préconisées, c'est celle du développement rural pour Harris et Todaro, alors que finalement, pour la nouvelle économie du travail, c'est ni le développement rural ni le développement urbain qui doivent être privilégiés, mais c'est le développement en général, c'est-à-dire en particulier finalement pour minimiser les risques liés à l'emploi, à la migration et à toutes sortes de circonstances économiques, en développant en fait les assurances et en développant le crédit, notamment pour la création d'entreprises. Donc les implications politiques du modèle de Harris et Todaro versus le modèle de la nouvelle économie du travail, elles sont diverses.
C'est dans un cas pour finalement, on préconise le développement des industries à forte intensité de travail en milieu rural ou dans enfin autant dans le milieu rural qu'urbain. On voudrait réorienter les activités vers le milieu rural. On voudrait minimiser ou éliminer les distorsions de prix en faveur en fait d'une libération en fait d'une libéralisation des marchés au sens que le marché les marchés sont censés s'autoréguler tout seuls. Donc on veut interdire en quelque sorte les freins à cette autorégulation des marchés. On croit aux vertus de la régulation automatique des marchés par eux-mêmes. Et puis, ce qu'on appelle la main invisible des marchés. Et puis, on donne la priorité à l'éducation primaire pour satisfaire les besoins en milieu rural. Et puis aussi, une autre politique implicite, c'est de réduire en fait la population, la croissance de la population, en particulier en milieu rural, pour finalement empêcher également la migration. Et face à ça, on a en fait des politiques qui sont vraiment très différentes, inspirées de la nouvelle économie du travail, qui est plutôt de faciliter les flux, aussi bien économiques, notamment les envois d'argent, et d'informations entre le milieu rural et le milieu urbain, de décentraliser les infrastructures et les activités pour influer la direction des flux, mais pas leur intensité, c'est-à-dire en fait notamment pour favoriser, disons, le développement des villes de taille moyenne ou petite, pour finalement faire bénéficier ces petites ou moyennes villes du développement en général. Et puis c'est de faciliter finalement le lien entre les travailleurs et les entreprises en finalement donnant plus d'informations aux uns et aux autres de façon à ce que les travailleurs potentiels puissent trouver les emplois qui leur conviennent et que les entreprises puissent également obtenir les travailleurs qui leur conviennent. Et c'est également d'adopter les politiques de développement, notamment la provision de services en termes d'éducation, en termes de santé, etc., pour faciliter l'intégration urbaine des migrants. Et enfin, c'est de prendre avantage de ce qu'on appelle le dividende démographique, c'est-à-dire le moment où finalement la charge sur les travailleurs est moindre du fait qu'il y ait une réduction de fécondité et une réduction de mortalité. Ça augmente en la proportion des personnes en âge de travailler par rapport aux dépendants. Et donc, on peut finalement utiliser cette opportunité pour créer plus de croissance économique en général. Donc ici, on a donc deux points de vue conflictuels sur l'urbain et sur la migration. On a le point de vue d'un côté des politiques urbaines qui en fait s'inquiètent de l'insécurité foncière, de l'accès au logement des migrants, en se disant que il y en a trop par rapport à la capacité d'absorption des villes notamment. Alors que et par ailleurs, on se pose la question de l'accès en fait à un certain nombre de services et de coûts d'accès à ces services, notamment tout ce qui est provision d'énergie, d'eau, gestion des déchets, éducation, santé, et j'en passe. On s'inquiète également du chômage et de la pauvreté, qu'on attribue souvent improprement à la migration. Et on s'inquiète aussi de la promiscuité et des risques que représente
une surpopulation en termes de santé ou de sécurité. Et donc, on a paradoxalement, lorsqu'il s'agit des politiques urbaines qui sont censées soutenir l'urbain, en fait, on a un biais anti-urbain, c'est-à-dire que on considère finalement beaucoup plus les nuisances qui sont observées en milieu urbain que les avantages en milieu urbain. Et à l'inverse, inspiré de la nouvelle économie du travail, on a plutôt en fait des politiques qu'on peut appeler sociales, où on insiste en fait sur le milieu urbain comme un lieu d'accumulation de la richesse et de l'information, sur sa capacité d'intégrer les migrants, les minorités, sur aussi son ouverture sur le monde, sur d'autres villes, d'autres pays, etc. Sur aussi les opportunités en termes d'éducation et d'augmentation de la productivité. Aussi le constat qui est observé finalement des villes comme aidant à réduire la mortalité et la fécondité et donc favoriser la transition démographique. Et donc on a dans ce cas-là, on va s'intéresser plus au niveau d'urbanisation plutôt qu'à la croissance urbaine, et on va avoir un biais qui va être plutôt un biais pro-urbain, où finalement on va considérer l'urbain non pas comme une nuisance mais comme une opportunité, et donc on va laisser la migration se faire et se réguler d'elle-même en fonction des incitatifs ici et là. Alors, une autre théorie qui en fait sort un petit peu du cadre un peu économique de la migration, c'est une théorie qui a été proposée par Zelinsky, en même temps à peu près que celle d'Harris et Todaro, et qui finalement a été moins connue et moins populaire parmi les économistes, mais qui par contre a été très populaire parmi les géographes et les démographes. Et donc, qu'est-ce qu'on a? En fait, c'est l'idée que Zelinsky a voulu finalement étendre l'idée de transition démographique aux aspects spatiaux, en fait, à la dimension spatiale. La transition, comme vous le savez, la transition démographique, c'est-à-dire le jeu de la mortalité et natalité, donc on appelle ça aussi transition vitale, enfin lui appelait ça transition vitale, eh bien en fait elle dépend du temps essentiellement, mais pas tellement de l'espace. Et donc lui, il voulait introduire la notion d'espace, c'était un géographe en fait de formation, et en fait il a voulu appliquer une idée qui est empruntée à l'anthropologie, c'est qu'il y a une diffusion spatiale des innovations. Et enfin, l'idée, c'est que en fait, il y a des phases dans le processus de modernisation. Alors, à l'époque, on utilisait le terme modernisation. Maintenant, on parlerait en fait tout simplement de globalisation. Et que les transitions, en fait, sont interdépendantes les unes par rapport aux autres. Et ça, c'était une idée absolument révolutionnaire à l'époque, qui a été un peu négligée, mais qui est revisitée ces dernières années, parce que, en fait, c'est vraiment clé dans la pensée de Zelinsky. C'est l'idée que, en fait, il y a des transitions vitales, enfin qu'on appelle également démographiques, mais qui sont liées à des transitions migratoires et aussi finalement dans la distribution des activités, des types d'emplois, mais aussi le niveau d'éducation et même des aspects culturels. Alors, en ce qui concerne la migration, en fait, il avait fait des petits schémas qui restent assez utiles même s'ils sont assez simples, pour qualifier en fait différents types de migration. Donc, il avait déjà pensé à ces différents types, et aussi bien international que au niveau comment dire, comment on appelle ça, des migrations transfrontalières, rurales, urbaines, mais aussi au niveau
d'autres dimensions. Donc en fait, ici vous avez, que je vais montrer après, vous avez ici des courbes qui sont situées par rapport à différentes phases. Donc il explique dans son article. Et en gros, la phase 1 qui est ici est en fait une phase de pré-transition, puis après il y a une phase 2 qui est le début de la transition, une phase 3 qui est l'installation dans la transition, puis une phase 4 qui est en fait plutôt vers la fin de la transition, et une phase 5 qui est un peu hypothétique et qui peut peut-être varier d'une situation à l'autre. Et donc, en fait, il dit que finalement, toutes ces transitions, y compris les différentes formes de mobilité, se font en fonction des phases, et que, en fait, il y a un mouvement en fait, d'un type de migration vers un autre type de migration, et même d'une autre forme de mobilité. Et donc, par exemple, il dit qu'au début, eh ben, il y a une forte migration à l'international et au niveau du rural vers l'urbain, et puis qu'ensuite, ces mouvements ont tendance à diminuer. Ils ont tendance à diminuer en faveur d'autres flux migratoires qui peuvent être intra-urbains ou de l'urbain vers d'autres villes, okay, donc de urbain à urbain. Et aussi la circulation qui a tendance à augmenter. C'est-à-dire circulation, ça veut dire finalement faire des mouvements d'aller et de retour entre différents milieux et différents pays. Enfin, ce qui est intéressant et assez prémonitoire, c'est l'idée que une partie des migrations vont être absorbées par la circulation. Donc, du coup, la circulation fait que les migrations nettes vont être nulles. Finalement, les émigrations vont compenser les immigrations. Et donc, ça, c'est à partir de la phase 3, donc à partir d'une phase relativement avancée dans la transition, et que aussi un certain nombre de mouvements vont être en fait absorbés par les systèmes de communication. Donc en fait, en gros, c'est l'idée de dire que certaines formes de mobilité ne vont plus exister parce qu'en fait, on aura développé les moyens de communication. Et ça, c'était vraiment très révolutionnaire de penser ça en 71, alors que Internet n'existait pas et qu'il n'y avait pas des choses comme WhatsApp ou autre pour pouvoir communiquer sans se déplacer finalement, et pouvoir prendre un certain nombre de décisions sans avoir à se déplacer. Alors il y a un certain nombre de remarques qui sont essentielles dans la pensée de Zelinsky, mais qui ont été un peu oubliées. Premièrement, c'est que contrairement à une caricature qu'il y a eu parfois de son fameux article de 71, la modernisation n'est pas quelque chose que lui pose comme quelque chose de meilleur et de nécessairement bon, et il prend d'ailleurs des précautions pour dire que ce n'est pas la même chose que le progrès. Donc il fait bien une distinction, et donc modernisation ne veut pas dire pour lui quelque chose de nécessairement positif. Et donc je cite ici une phrase extraite de son article, et que la transition de la mobilité, pour lui, ça ne veut pas dire que tout était homogène et qu'il y avait une transition qui se faisait de la même façon, quelles que soient les circonstances, le pays, l'origine, la destination. Non. Il parlait des 5 phases qui sont dans les graphiques, comme en fait c'est une indication pour une nation idéale, mais en fait il sait très bien que c'est pas comme ça que ça se passe partout, et que c'est juste un modèle justement qu'il faut vérifier et comparer à la réalité. Et enfin, pour lui, la migration territoriale, c'est pas la même chose que la mobilité, parce qu'en fait, lui, il a une conception plus large de la mobilité et qui est assez moderne finalement, qui inclut finalement une mobilité non spatiale, c'est-à-dire une mobilité aussi sociale et notamment informationnelle, comme on l'a dit tout à l'heure. L'information peut remplacer le déplacement spatial.
Donc, autre chose encore, la transition n'est pas quelque chose de linéaire et d'homogène. Et il se posait d'ailleurs beaucoup de questions, et c'est surprenant comment les citations de l'article de 71 ont tendance à éliminer, à évacuer en fait la deuxième partie de l'article qui porte essentiellement sur la question de est-ce que les pays vont tous passer par ces 5 phases qu'il a déterminées pour une nation idéale, et est-ce que certains vont pas être bloqués à une phase 2 ou 3 de leur développement et de la mobilité. Et ça, c'était assez pertinent parce que, en fait, c'est là qu'est le débat actuel. Est-ce que finalement, il n'y a pas certains pays qui sont bloqués à certains endroits dans ce qu'on appellera dans le langage moderne des trappes de pauvreté ou des impasses en quelque sorte de développement. Et donc, la phase 2 auquel il fait référence dans cette phrase, c'est le moment où il y a un déclin majeur de la fécondité, que la mortalité continue de décliner et qu'il y a en fait une baisse de croissance naturelle. Et ça, c'est ce qu'on observe dans pas mal de pays à bas et moyens revenus. Et donc, lui se posait la question, mais qu'est-ce qui arrive en fait à cette phase? Et en ce qui concerne la mobilité, ben, en fait, c'est la phase où finalement il y a une baisse des migrations du rural vers l'urbain, qu'il y a en fait une augmentation de la circulation et une baisse des migrations de colonisation ou des émigrations internationales. Donc, il se pose, et c'est effectivement ce à quoi on assiste depuis les années 90-2000 dans un bon nombre de pays à bas et moyens revenus. Donc, en fait, il se posait la question finalement, est-ce que à partir de la phase 2 ou 3, eh bien, est-ce qu'il n'y aurait pas à un moment donné un certain nombre de pays qui finalement restent bloqués? Et c'est ce qu'il appelle le demographic relapse, où c'est la rechute, on pourrait traduire relapse par rechute démographique ou de crise de développement. Et, donc, il se pose la question, il s'interroge sur finalement l'existence de cette, en quelque sorte, il appelle ça un espèce de purgatoire ou de stade où un certain nombre de pays seraient relégués à un stade, disons, de développement qui serait en quelque sorte bloqué sur la transition que lui voit essentiellement pour les pays les plus développés. Donc, il pose en quelque sorte la question des inégalités entre les pays face aux transitions à la fois démographiques et de mobilité, enfin disons de transition migratoire et les transitions urbaines. Voilà, donc j'en ai fini ici pour mon exposé. Les références que j'ai utilisées, en fait, les voici. Donc vous pourrez trouver tous les articles originaux que je vous encourage également à citer dans vos travaux de groupe. Parce que ça peut représenter en fait des références sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour vérifier ou non tel ou tel aspect de la théorie. Donc, vous avez vu tous les principes théoriques qui ont été posés par toutes ces théories. Et donc, vous pouvez vous employer à vérifier si l'une ou l'autre de ces l'un ou l'autre de ces aspects théoriques a été vérifié dans les pays que vous avez analysés. Voilà, bon courage et puis je vous reverrai bientôt, certainement après la semaine Smart. Voilà, merci.